À la une de l'actualité ce lundi, l'assurance donnée ce matin par le parti au pouvoir qu'il ne sera pas question de troisième mandat pour le président Kaboré à l'issue de son deuxième quinquennat. Le parti l'a fait savoir au cours d'un point de presse tenu pour décliner les grandes questions qui seront traitées au congrès extraordinaire du MPP qui s'ouvre ce 24 septembre. À la une également, cette démission de taille à l'Alliance travailliste pour le développement ATD, c'est celle du directeur provincial du OUE qui emporte avec elle tout le bureau provincial du OUE du parti, de l'ex-ministre Souleymane Soulaman. Pourquoi le parti en arrive là? Toutes les explications à suivre dans un court instant. Voilà pour les titres de votre édition de la mi-journée sur BF1. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Comme annoncé tout de suite en titre, à quelques jours de son deuxième congrès extraordinaire, les dirigeants du Mouvement du Peuple pour le Progrès étaient en conférence de presse ce 20 septembre 2021. Occasion pour eux d'aborder les grandes questions qui seront traitées lors de ce congrès. Ce sont entre autres l'insécurité et la vie chère. L'occasion faisant le larron, Simon Compaoré a saisi l'opportunité pour réaffirmer que Roch-Marc Christian Kaboré cédera son fauteuil au bout de son second mandat. Pas question pour le MPP de faire vivre au peuple burkinabé le scénario guinéen, a-t-il affirmé. On l'écoute au micro de Arsène Konditamde. Donc, pas de troisième mandat. En tout cas, le pouvoir va aller aux mains d'une autre personne que le camarade Roch-Marc Christian Kaboré lorsqu'il aura terminé son mandat. Et nous serons derrière lui pour le soulever, pour avoir respecté notre serment. Nous allons même faire une intervention forte sur cette question pour montrer, nous aussi, nous pouvons vaincre le terrorisme. Et c'est pourquoi il faut cesser de gémir. Il faut cesser d'invectiver. L'histoire des peuples nous enseigne que quand les peuples se mettent debout, il n'y a rien à faire. Il s'ensuit des victoires. Les travaux de ce congrès devront réaffirmer la nécessité de la cohésion et de l'unité du parti. Pas qu'en l'état actuel des choses, le MPP soit particulièrement désuni ni divisé. Vous avez un grand parti comme le nôtre qui est au pouvoir et qui est en charge de la gestion des affaires de l'État suscite néanmoins nécessairement en son sein des ambitions légitimes. On reviendra plus en détail dans notre session d'information de ce 19h30. En attendant cela, je vous l'annonce également tout de suite en titre. Il n'aura même pas duré 2 ans au sein de l'Alliance travailliste pour le développement ATD. Depuis ce 14 septembre, c'en est fini de l'aventure politique du directeur provincial de l'ATD OUE. Bruno Sanou se sépare ainsi de Souleymane Soulaman, ministre en charge, ex-ministre en charge des Transports, fondateur du parti, arguant qu'il ne se sent pas impliqué dans la gestion du parti. Toutes les explications de Soto Justin Ndabiri. Clap de fin politique entre Bruno Sanou, directeur provincial de l'ATD OUE, et Souleymane Soulama, ex-ministre en charge du transport et fondateur du parti de l'Alliance travailliste pour le développement ATD. Le désormais ex-directeur provincial de l'ATD a rendu sa démission du parti ce 14 septembre 2021. Nous, on ne se sent pas dans la gestion du parti actuellement. On a décidé tout simplement de laisser le parti à son créateur qui est Souleymane. Et on s'est dit que d'autres jeunes peuvent peut-être venir prendre la relève. Mais nous, en ce qui nous concerne, on a décidé de quitter ATD pour toujours. Avec le départ de Bruno Sanou de l'ATD, c'est tout le bureau provincial du OUE qui rend ainsi sa démission. Aucune information n'a filtré pour l'instant concernant le point de chute. On n'a pas choisi d'aller dans un parti politique. Alors, le choix du parti va venir après.
parce que nous allons échanger avec nos militants et militantes et on ne va pas faire un choix de manière précipite et puis qui va nous coûter encore de la quinine. Nous sommes environ à 2000-2500. Mais maintenant, on se dit pour une démission, à quoi ça sert de dépenser et appeler les femmes, nos militantes des villages, surtout que c'est la campagne agricole, de laisser les champs pour venir dire à quelqu'un qu'on n'est plus avec lui. On a fait des rencontres avec nos militants dans les villages et ainsi de suite. Et ensemble, on a décidé de partir. Bruno Sanou quitte le navire ATD moins de 2 ans après sa création. Il dit toutefois garder des relations humaines avec le fondateur du parti, Souleymane Soulama. Électorale nationale indépendante, lui, était à la convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. À la CODEL, Élisée Ouedraogo est allé s'imprégner du mode de fonctionnement de cette organisation qui a un œil regardant sur le processus électoral au Burkina Faso depuis 2015. Le nouveau patron de la CENI est donc allé témoigner toute sa gratitude à la CODEL pour le travail colossal abattu, mais aussi dérouler les attentes de la CENI pour les prochaines échéances électorales. On fait le point avec Benjamin Kwame. Élisée Ouedraogo à la CODEL. Toute une explication derrière cette visite. La Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections est certes de la société civile, mais est restée constante depuis plus de 5 ans dans le suivi et l'organisation des différentes élections. Les actions les plus récentes concernent la présidentielle et les législatives de 2020, où elle a déployé son équipe sur le terrain, installé un monitoring et relevé même des irrégularités dans l'organisation des élections. Ce sont donc ces opérations qui ont été expliquées au président de la CENI. Tous ces aspects sont très importants pour la crédibilité de l'ensemble de notre processus. Et la CODEL est partie prenante de l'ensemble de ces activités à travers l'observation électorale, mais aussi l'alerte précoce et bien d'autres aspects sur lesquels l'ensemble des organisations qui sont membres de cette coalition travaillent pour évidemment appuyer dans leur rôle les activités qui sont menées pendant le processus électoral. Conscient de ce rôle prépondérant, Élisée Ouedraogo dit être en ce lieu pour témoigner donc la reconnaissance de son institution à la CODEL, mais aussi solliciter leur implication dans les prochaines élections en vue de mener à bien la mission qui est la leur. Nous comptons bien toujours sur ce qu'ils feront pour accompagner le processus en termes de travail sur le terrain, en termes d'éducation électorale et aussi dans le cadre aussi de l'observation tout à fait particulière qu'ils font, qui rentre aussi de mon point de vue dans le cadre de la prévention des conflits électoraux, parce que lorsque on nous permet de nous corriger et d'anticiper sur une mauvaise organisation du scrutin qui peut être source de violence aussi. C'est également une visite d'encouragement à l'endroit de l'équipe d'Alidou Ouedraogo, elle qui avait engagé des pourparlers avec la CENI sortante et les acteurs politiques pour apaiser les différents camps après avoir relevé justement des irrégularités dans la présidentielle passée. Au ministère en charge de l'Éducation nationale, on perpétue la tradition. Après la première édition de la collecte de fonds pour soutenir les victimes du terrorisme issus du secteur éducatif et des FDS, cette année encore, le département de Stanislas Ouaro fait parler son cœur. Ces acteurs ont pu mobiliser près de 137 millions de francs CFA. La remise de ces fonds aux bénéficiaires s'est déroulée sous le regard de Alexis Belnaba. Il nous en parle. Près de 137 millions de francs CFA, c'est le montant récolté lors de cette deuxième édition de la collecte de fonds du ministère en charge de l'Éducation nationale au profit des victimes du secteur éducatif et des forces de défense et de sécurité. Les victimes du monde éducatif reçoivent près de 54 millions de francs CFA repartis en 3 catégories de bénéficiaires. Les ayants droit des personnels de l'éducation décédés du fait du terrorisme, les personnels qui ont perdu leur moto et ceux qui ont perdu des objets divers. Les collectes de fonds que nous organisons depuis 2 ans maintenant, un système éducatif, pour appeler former et éduquer nos enfants à la solidarité et à la citoyenneté.
et donc 500 000 francs par enfant. Et nous avons aussi donné donc 650 000 francs par enseignant enseignant ou personnel du système éducatif ayant perdu donc son engin dans le cadre donc justement des agressions terroristes sur le terrain. Et pour ceux qui ont perdu des objets divers, donc déclarés, nous avons remis la moitié du montant qui a été déclaré. Mais tout ceci a été fait en respectant les textes en vigueur et en adoptant une démarche participative de collecte des informations sur le terrain. Le reste des fonds est destiné aux forces de défense et de sécurité. Ce sont 6 régions du pays qui bénéficient de cette collecte. Il s'agit de la boucle du Mouhoun, du centre-est, du centre-nord, de l'est, du nord et du Sahel. La région de l'est occupe la première place avec ses 151 ayants droit. Pour Antoine Atiou, gouverneur de la région des Hauts-Bassins, ce geste du département de Stanislas Waro est un acte hautement symbolique. C'est un acte chargé de symboles. Au-delà des différents montants, c'est ce qu'il convient de saluer, surtout l'esprit de solidarité interne qui existe au sein des Burkinabés, qui existe au sein de la communauté éducative, qui a d'ailleurs permis de réunir plus de 100 millions. Et nous avons salué également le fait que cette année, ce montant a été augmenté de 38 millions, ce qui démontre d'ailleurs l'adhésion de la communauté éducative à cette collecte de fonds. C'est à l'issue du conseil extraordinaire du cabinet élargi du ministère que les fonds collectés sont remis au gouverneur des régions. En prélude aux assises nationales de l'éducation prévues en novembre prochain, les gouverneurs ont reçu également des documents de base des assises régionales prévues du 13 au 15 octobre prochain. Ces documents de base tracent les grandes lignes des discussions qui vont être menées. Toujours dans le registre éducation, allons maintenant découvrir une jeune fille pas comme les autres. J'ai nommé Danielle Koné, élève en classe de terminale. Elle ne fait pas que ça, tenez-vous bien. Cela fait maintenant 2 ans qu'elle allie études et conduite de tricycle à côté d'autres activités telles l'élevage. Comment se débrouille-t-elle? Quelles sont ses réelles motivations? Éléments de réponse dans cette production de nos confrères du studio Yafa qui ont rencontré la jeune fille pour nous regarder. Tout ce qu'on dit que la femme ne doit pas faire, c'est ce que moi, Daniel, j'aime montrer. J'aime montrer le contraire, quoi. C'est pour cela que j'ai aimé que mon papa m'achète un tricycle. Moi, c'est Koné Nado Daniel, élève en classe de terminale A. Je conduis un tricycle et puis je fais de l'élevage aussi. L'idée m'est venue à la tête que bon, si j'ai un tricycle, je peux chercher de l'argent moi-même au lieu de que ce soit chaque fois que mes parents se débrouillent pour me donner. Au moins moi également, je peux faire quelque chose pour m'en sortir et puis même les aider aussi avec ce que je vais gagner. Oui, mademoiselle, ça va? Le travail est bien, très bien même. Donc, s'il y a des temps libres, elle va essayer son argent. Mais si côté études, ça va. Ça fait 1 année et quelques mois que je conduis mon tricycle. Je pars ramasser les bagages, du sable et puis des graviers. Le sable avec les graviers, là, je gagne au moins 5 000 comme ça par voyage. Voilà, si je fais 2 voyages, je peux avoir 10 000. Mais si ce sont les bagages, c'est 1 500. J'ai eu à construire, comme on appelle là, 2 chambres salon. Voilà, de l'autre côté ici, pour ce père droit. Pour moi-même, bon, c'était là-bas maintenant. Voilà, je fais la connaissance et puis la collaboration, quoi. Il m'a livré le sable et puis le gravier. C'est une fille qui est courageuse et puis en plus elle est patente. Souvent, si j'ai l'occasion, je quitte Nouna. Mais je suis partie juste une seule fois parce que bon, la personne là, sa moto là était gâtée, donc il est venu demander pour moi. On s'est suivi, mais c'était un corps qu'on a transporté pour amener dans un autre village. Pour transporter un corps, c'est trop cher. Voilà. Ce jour-là, on a pris 60 000 francs avec la personne là. C'est moi qui ai conduit. Je n'ai pas eu peur, non. Je suis concentrée sur les études, mais néanmoins, quand je ne pars pas à l'école, je m'occupe de mes animaux ici à la maison. J'ai des canards, des poulets, et
puis des cobayes également avec des pigeons. Quand nous sommes dans des besoins comme ça, si je vois que fin du mois, mon papa n'a pas l'argent, comme maintenant il est à la retraite, on attrape quelques poulets, on vend, et puis je lui donne l'argent de faire ses petits besoins en attendant que les fins du mois n'arrivent. Cette envie de faire beaucoup de choses là, ça vient de mon papa. Mon papa, c'est vrai, il était un ancien, mais il cultivait, il élève aussi. Il n'est pas resté sur le seul travail d'être un fonctionnaire de l'État seulement. C'est lui qui a choisi et moi je l'ai encouragé. Voilà. Je n'ai obligé personne à faire quoi que ce soit. Elle est en terminale, quand elle a le bac, même qu'elle soit amoureuse, il est bon qu'elle soit libre. Il y a beaucoup de personnes même qui m'ont fait des reproches. Que non, que je suis une femme, qu'il ne faut pas que je vais me comparer aux hommes, que ce sont les hommes qui doivent conduire un tricycle. Mais j'ai dit non. Un homme et une femme, il n'y a pas de différence. Nous sommes peut-être juste le sexe seulement, sinon le reste, nous sommes les mêmes. Donc, je dis il n'y a pas de différence, mais il y a d'autres aussi qui ont aimé, qui m'ont félicité, ils m'ont beaucoup encouragé d'aller de l'avant. Quand tu as l'amour d'un travail que tu veux faire davantage, mais quand tu n'as pas l'amour, si on te force à faire, ça ne va pas aller de l'avant. Voilà un exemple de courage et de combativité à suivre, quoique ce ne soit pas facile. Dans la suite de ce journal, je vous emmène à présent à Bobo-Dioulasso, où les étudiants conseillers de l'ISTIC sont allés s'imprégner du fonctionnement de notre antenne régionale de l'Ouest. Une immersion qui apporte de la plus-value dans le stage de ces étudiants. Vous allez le voir dans ce reportage signé Majid Bakouan. Les étudiants conseillers de l'ISTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, dans les locaux de la télévision BF1 Bobo, de la rédaction, en passant par le service commercial et les studios, ces stagiaires journalistes ont visité tous les services. Les échanges ont essentiellement porté sur le fonctionnement de l'antenne régionale de l'Ouest, de la chaîne au cœur de nos défis. D'abord, je voudrais, au nom de la direction, remercier les premiers responsables de l'ISTIC qui, pour une fois de plus, en tout cas, ont eu cette initiative de passer dans nos locaux. Donc, nous disons merci aux premiers responsables et à l'ensemble des étudiants de l'ISTIC. Selon les visiteurs, cette immersion leur a permis de toucher du doigt les réalités de la profession du journalisme. Bon, moi, j'ai eu le privilège ce matin de connaître BF1 Bobo-Dioulasso. Voilà. Donc, lors de la visite, on a découvert beaucoup de structures. Voilà, et au niveau de la production, on a une production, une rédaction et également le personnel aussi. L'objectif de cette visite, c'est de permettre à nos étudiants de renforcer leurs capacités professionnelles, voilà, tout en échangeant effectivement avec les responsables des organes de presse et connaître les conditions de travail dans les organes de presse. Parce que d'ici là, ils vont intégrer le terrain et s'ils sont déjà avertis, ça peut aider effectivement à leur insertion socio-professionnelle. Cette visite s'inscrit dans le cadre du voyage pédagogique organisé chaque année par l'ISTIC dans la cité de Sia. De retour à Ouagadougou et direction Rumtenga, où les étudiants de l'IFC, l'Institut de formation Colbert, contribuent à la restauration du couvert végétal. Pour la deuxième fois en 2 ans, ils sont allés planter des arbres. Pour la présente édition, ce sont des arbres fruitiers qui sont privilégiés dans leur bosquet, un reboisement allié à une détente, idée de joindre l'utile à l'agréable. Luc Pac-Belgam, un reportage. Le bosquet des étudiants de l'IFC, l'Institut de formation Colbert, prend forme petit à petit. Sur ce site de Rumtenga, le bureau des étudiants de l'Institut procède pour la deuxième fois à un reboisement et pour la deuxième édition, des arbres fruitiers sont privilégiés. Le bureau des étudiants apporte vraiment une grande importance à un reboisement parce que c'est une occasion pour nous également d'aider le gouvernement dans la lutte contre le changement climatique, dans l'avancée de la désertification. Donc, nous avons pris l'essai l'année passée pour la première édition et cette année encore, avec le bureau des étudiants, nous avons renoué avec vraiment le village pour revenir une fois de plus à la plante des arbres. L'année passée, nous avons planté des arbres en barrage, nous sommes venus avec des arbres fruitiers, près de 200 plants, voilà, pour faire le reboisement. Le site de l'IFC à Rumtenga ne pourrait se reverdir sans l'accompagnement des riverains. Si certains plans de l'édition 2020 ont survécu, c'est en partie grâce à leur surveillance et leur entretien. Il faut
faut vraiment dire que cette initiative est salutaire. Parce que ce n'est pas une première et c'est une deuxième. Et le DG vraiment a insufflé une dynamique qui a salué et qui a soutenu. Voilà pourquoi nous nous retrouvons une fois de plus ici pour vraiment les accompagner. Parce que, comme on le dit, un homme qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Le premier responsable de l'Institut encourage ses étudiants à poursuivre leur initiative, rassuré qu'ils forment des éco-citoyens de demain. C'est d'abord la motivation de tous ces étudiants que vous voyez qui ont pris contact une première fois avec la nature et ont eu certainement ce goût de revenir et de faire quelque chose d'utile. La plantation d'arbres sur le boisement, je crois que ça constitue, comme nous l'avons dit, une résilience aux changements climatiques qui sont un défi majeur aujourd'hui pour nos sociétés et pour nos États. Le reboisement du bureau des étudiants de l'IFC est associé à une détente, question de communier avec la nature en ses vacances. En mode sport, dans ce journal, pour finir, les hommes forts du Burkina Faso se sont donné rendez-vous le 19 septembre dernier à l'hippodrome de Hamdalaye pour la 4e édition de Strongman. Après les 3 épreuves au programme, Alfred Zambadi confirme sa suprématie face à 25 challengers. Le résumé de la compétition avec Madi Zongo et Justin Amonto. Un strongman doit être toujours prêt, c'est-à-dire qu'il doit être fort dans toutes les épreuves. La 4e édition de Strongman Burkina bat son plein ce 19 septembre sur l'hippodrome de Hamdalaye. 25 athlètes venus de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, ont emprunté ce circuit d'hommes forts dans 3 épreuves. Le soulevé de pneus consiste à amener le plus vite possible un pneu de gros engin sur une distance d'une 30aine de mètres. Si les plus forts avaient une certaine aisance, Wilfried Kamfando n'a même pas pu bouger, le mastodonte. Idem dans le soulevé de terre avec voiture, où Alassane Sadaogo, complètement épuisé, s'est effondré. La grande finale a opposé Zambadi, dit le Cartapila, à Zakaria Mandé. Pour porter la couronne, il fallait déposer des blocs de granit sur des briques le plus rapidement possible. En faisant 2 secondes de moins, Zambadi a pris le meilleur sur son challenger qui a réalisé 24 secondes. Pour lui, ce succès est le couronnement d'une certaine immunité. C'est pas parce que je gagne à chaque fois. Parfois je perds, parfois je gagne. C'est ça un homme. Il ne faut pas vouloir aller gagner chaque fois. Non, il faut accepter la défaite. J'accepte la défaite souvent. Et la défaite, je crois que c'est la défaite qui m'amène à gagner. Le Catapila conserve son titre dans cette compétition, dont le niveau est très élevé, selon le promoteur. Le niveau de la compétition est élevé par rapport aux autres années. Parce que cette année, on a vu que depuis la première édition, les athlètes ont commencé à s'entraîner au strongman. Ils se sont convertis. Il y a eu des compétitions d'haltérophilie, mais ils se sont convertis au strongman parce que là, c'est la force authentique. Le vainqueur a emporté 400 000 francs CFA, en plus du trophée, contre 100 000 francs CFA pour le finaliste malheureux. Voilà, parlant d'hommes forts, on apprend que Iron Bibi, notre fierté nationale, rentre ce soir même de l'Écosse, où il a battu le record du monde ce samedi au log lift en soulevant 229 kg. Cette autre bonne nouvelle, toujours dans le domaine du sport, sachez que l'ASFA Yenega s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de la Confédération en allant battre le FC San Pedro hier au bord de la lagune Ébrié sur le score de 2-1. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin ce 13h. Merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous retrouve demain, ici même, à la même heure, pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.